Déjà, question globale, générale. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dernier cours? Des choses que vous voulez qu'on éclaircisse un peu plus ou qui vous ont paru pas claires ou qu'il faudrait plus approfondir de manière globale? C'est un peu bugué. Est-ce que j'ai pas compris Ah ouais, pardon. Je demandais, est-ce que vous aviez des questions par rapport au dernier cours qu'on a fait sur certains aspects, points qui vous paraissaient pas clairs ou peut-être à approfondir? Vous m'entendez? pour les autres? C'est bon, Rabi. J'avais une question par rapport au groupe anglophone. Je peux parler un peu plus fort parce que je t'entends un peu de loin, Ravi Yehuda. Allô, vous me suivez? Ouais, là, c'est bon, je t'entends. Vas-y, je Je t'écoute. disais, c'était Rabi. Bon, j'ai pas une très, très grande question, mais c'était par rapport à l'autre groupe. Vous avez envoyé un document là-bas sur... C'était sur quoi là? Je crois. Tout le monde peut l'avoir? Un Je sais document. pas, ou bien vous avez envoyé un document sur l'autre groupe. Comment ça s'appelle le document? Les anglophones, pour les anglophones, vous avez envoyé un document là-bas qui était en anglais et en français. Ketoret? Qui est au- Ah. Tout le monde il peut l'avoir? Oui, oui, tout le monde peut l'avoir celui-là. Je vais Ok, d'accord. l'expliquer après. Après. D'accord. On va dans le groupe aussi des francophones. Mais la question Ok, que d'accord. ça, je vais demander. Donc, à part ça, il n'y a pas de questions? On peut enchaîner? On peut enchaîner. On peut enchaîner, c'est bon. Oui. Juste pour vous, on ne va pas faire toutes les halachot parce que il y a, pour moi, au niveau où vous êtes là, il faut savoir ce qu'il faut faire exactement comme il faut faire. Après, les cas particuliers comme qu'est-ce qui peut se passer quand j'ai oublié de dire la bracha, ça, on peut le voir au cas par cas, au fur et à mesure. Mais j'ai besoin d'abord que la globalité, elle soit faite. Donc, on va prendre les halachot. Est-ce que vous avez un Sefer Ben Ishraï chez vous ou pas du tout? Ou je vous envoie les photos des halachot? Pardon, ça a bugué. T'as demandé, est-ce qu'on a un CFR? Ben Ishraï chez vous ou bien je vous envoie les photos des halachot? Ah, tu peux l'envoyer? Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus. D'accord. Ce que je vais faire, c'est je vous envoie les photos tout de suite. Il y a des halachot, je vais les sauter. Pas pour dire que Khazesha n'en fait pas l'étudier, mais je veux aller vraiment à l'essentiel pour que vous puissiez savoir la manière la plus cohérente de faire Hanouka. Et quel est le minag selon les sages du Mizrach, les sages du Middle East. Je trouve, donnez-moi 2 petites minutes, je vous envoie dans le groupe. Donc, voilà. Et après, avec ça, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On va voir. Ne bougez pas, je vous envoie les photos.
Vous avez reçu, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, on va commencer par la première halakha. Parfois, je vais aller à l'essentiel. Donc, on n'a pas encore commencé la halakha avec vous, Nachon. On s'est arrêté à la fin de l'introduction, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, attendez que je trouve la page. Je dis la première halakha, je la lis en hébreu, après je traduis l'univers. Je dis, לראשון מברכים לשלושה ברכות, להדליק, שעשה ניסים ושהחיינו. נדלו הפוסקים ז"ל וסימן שעשה לך שר האף ושים אותה על נס וראה אותו בחי. גם נרמזו באותיות מספרם שיעור אותיות שלושה, שגם הם סימני שלושה, ראשי תיבות שעשה להדליק שהחיינו, והנרות הללו וכולי. לאחר שהדליקו נר הראשון יאמר הנרות הללו וכולי, ונוסר המתוקן יפה, שיש לו ל"ו תיבות כמניין הנרות של כל השמונה ימים, ויעמידו אשתו ובניו בשעת הברכה, בשעת הדלקה כל הנרות. הדלקת הנרות. Donc il dit première halakha, le premier soir de Hanouka, on fait 3 brachot. Pourquoi? D'abord, il y a la première bracha, donc halakha Aleph. Il y a la première bracha de Léadlik, c'est-à-dire que tu allumes. Ensuite, il y a la deuxième bracha de Sheasanissim, qui a fait les miracles pour nos pères. Sheasanissim. Et la troisième, c'est Shecheyan. Donc ça, c'est que le premier soir. Les autres soirs, on va se retrouver qu'avec 2 brachot, qui seront Léadlik et Sheasanissim.
Le premier soir, on rajoute Shechianu. Pourquoi? Parce que toutes les Chagim qui sont liés au Zman, bien sûr, quand le Zman arrive et qu'on peut les fêter, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de vivre ce moment-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu veux savoir c'est quoi un moyen mémotechnique pour te souvenir de ce que tu dois faire le premier soir. Il dit, pense que les Adlik, ça commence par Lamed. Chez Asa, ça commence par Shin. Chez Cheyano, ça commence par Shin. Ça fait quoi? Ça fait Shalosh, 3. Donc, tu as 3 choses à faire pour le premier soir. Après, il dit, mais ce n'est pas tout. Normalement, quand tu as fini de faire la bracha, tu allumes ici. C'est-à-dire, ne faites pas l'erreur d'allumer après ça, d'avoir dit les adlik, j'allume, et après je dis Shia Sanissim et Shechianu. Non, je dis les adlik, après je dis Shia Sanissim, après je dis Shechianu. Et à ce moment-là, j'allume. Et bien maintenant, quand tu finis d'allumer, il y a un quatrième texte, c'est-à-dire qui est très important. C'est quoi? C'est Anerot Alalou. C'est lumière qu'on allume. C'est Nerot Alalou. Anerot Alalou, Anomarneke, Mananissim Alapokan. On dit ce texte-là, c'est un Teilim. Il dit c'est très important. Pourquoi? Parce que par ce Teilim, tu te retrouves en fait à dire un Teilim qui a 36 mots. Pourquoi c'est important? Parce que ces 36 mots correspondent en fait au nombre total des 36 bougies que vous allez allumer pendant tout Hanouka. C'est pour ça que le dernier soir, quand on va allumer les 8 bougies, on va dire Zot Hanouka. Pourquoi? Parce que seulement à ce moment-là, vous avez atteint le numéro 36. À ce moment-là, vous recevez réellement toute la spiritualité qui est reliée à Hanouka. Vous savez que quoi? Le premier soir, j'allume, on va dire, j'allume une bougie. Deuxième soir, 2 bougies. Troisième soir, 3 bougies. Quatrième soir, 4 bougies. Cinquième soir, 5. Sixième soir, 6. Septième soir, 7. Huitième soir, 8. Ça fait 36. 36 bougies. Donc, comprenez bien qu'il y a quelque chose qu'on essaie de construire ici. Et ne perdez pas en tête, ne perdez pas de mémoire ce qu'on a vu par rapport à Yosef dans l'introduction. On a parlé de Yosef, on a parlé de récupérer ce qui a été perdu, on a parlé de l'importance de l'huile, on a parlé du contenant, on a parlé de la composition de la flamme. Tout ça maintenant, on est dans des halachot qui vont nous permettre de faire vivre toutes les explications qu'on a eues au préalable, maintenant de manière concrète. Donc c'est pour ça que dès le départ, il te dit, Ben Ishraï, il te dit, rappelle-toi, 36. Pourquoi 36? Parce qu'on sait qu'il y a un concept qui existe dans notre Torah qui s'appelle les Lamedvav Tzadikim. Il y a 36 tzadiks cachés. On espère tous en être un. Comme ça, on est sûr qu'on a la confiance d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu compte sur nous pour faire vivre le monde. Donc, quel est le meilleur moyen de se donner une chance d'arriver à atteindre ça? Parce que, s'il vous plaît, avec moi, il faut éviter le discours de non, ce n'est pas notre niveau, non, on n'est pas dans cette génération, non, ça c'est du passé, c'est les autres. Non, la Torah, elle est immuable, elle n'a jamais changé. S'il y a des gens qui ont réussi à faire des choses incroyables en étant totalement consacrés à la Kedusha et à Kadosh Baruch Hu, nous aussi, nous avons la possibilité, en étant totalement consacrés et d'une honnêteté parfaite et d'une Kedusha parfaite, d'atteindre ces niveaux-là. C'est ce qui est attendu de nous. Pas de devenir des fainéants qui ne comptons que sur les ancêtres qui ont dit ah ils ont fait et nous nous on fait pas parce qu'en fait bon non. Cette poêle dans la main il faut l'enlever. Donc quand il te dit ça le Ben Ishra, il sait très bien que en 2020 2021 ils vont lire cette halachot là. Il sait très bien pourquoi il écrit. Il veut que tu aies la même ambition, tu aies la même sensation. C'est pour ça que dès le départ dans la partie introductive il te donne toute une explication cachée pour que tu comprennes que ce moment-là, ce n'est pas un moment de dégustation de beignets. Si pour toi, Hanouka, chaque année, c'est manger des beignets et avoir mal au ventre, tu n'as fait que 10% du boulot.
Les beignets aussi, c'est important. Mais il faut d'abord comprendre que la spiritualité se constitue par le fait d'apporter une force d'action, de pensée et de parole à notre neshama juive pour qu'elle puisse toute l'année produire ce que Hachem attend de lui. Dès le premier nerf, on met l'accent sur ça. Shlosha. Est-ce qu'il y a des questions avant la halakha 2? Rabbi, j'ai juste une question. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé de Yosef en début de semaine. Ah bon? On n'a pas parlé de l'introduction. On a fait l'introduction ou pas? Oui, on avait commencé On n'a pas fait la l'introduction. gamme, on n'a pas fait. On n'a pas fait On l'a pas d'introduction. fait. On On n'a n'a pas pas fait. fait. On avait commencé, mais on parlait de philosophie et tout. On s'est arrêté Mais à quel moment? Yosef, je ne me souviens pas. On s'est arrêté à quel moment? On parlait de. On s'est arrêté. Attends. Au moment où on confessait ses fautes, où on parlait du Nefesh, du roi et de la Neshama. Ah, parfait. Je vais vous faire la fin de On l'introduction. s'est arrêté au niveau. Ok. Quel niveau, Rabbi Yehuda? Oui, on a parlé, on était au niveau du Nefesh, le roi et la Neshama. On a parlé des trois niveaux qu'un homme devrait d'abord faire le héros Valev, c'est-à-dire réveiller son cœur. Ensuite, au niveau du roi, regretter ses actions. Au niveau de la Neshama, Teshuva avec amour. C'est là. Ça. Comme je fais ce cours 3 fois par semaine, j'ai cru que vous étiez un groupe que j'avais déjà dit. Donc, je vais pas reprendre le texte, qu'on a commencé la Lara, mais je vais vous donner ce qui dit à la fin de l'introduction là-bas. C'est sur la photo que je vous ai envoyée. Ok. Donc, il dit comme ça, dans l'introduction. Arrêter. Ensuite, j'ai posé la question sur l'effet. D'accord. D'accord. Voilà ce qu'il dit là-bas. Voilà ce qu'il dit après. Donc, je suis dans cette partie ici. Nous, en fait, on s'est arrêté ici. Et là, c'est la première halakha que je viens de faire. Donc, je vais vous résumer ça. Vous m'entendez? Ça va? Le réseau, il est bon? Il se passe quelque chose. Allô? Allô? Ah, c'est bon. Oui. Ah. Oui, là, il y avait un bug. D'accord. Donc, j'ai dit, je vais vous résumer parce qu'en fait, là où on s'est arrêté ici. Donc, il restait ça et ça. La halakha que je viens de lire, elle est ici. Aleph. Donc, ça, je vais vous le faire à l'oral maintenant. Ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Il dit, quand la personne, maintenant, elle a compris que pour faire tchouva, elle doit se rendre compte qu'elle a besoin de séparer les deux dimensions qu'elle a mélangées, qui sont les dimensions tamé tahor. Lui, les Yehudi, il a essayé de se comporter comme quelqu'un qu'il n'était pas. Il dit, il faut faire une tchouva qui soit betsniout. Et d'accord, c'est quoi la tchouva betsniout? C'est savoir garder pour soi ses méfaits. Et ça permet de faire vite bouillir le cœur et la tchouva. Après, il va plus loin là-bas, il dit, dans la structuration même de la bougie de Hanouka. En fait, on voit que la bougie, elle est composée de trois parties. Il y a une partie qu'on va appeler la flamme, une partie qu'on va appeler la mèche, et une partie qu'on va appeler l'huile. Parce que si vous y arrivez, c'est mieux d'allumer avec l'huile. Donc, il dit ces trois parties-là, elles sont là aussi pour nous rappeler justement les trois dimensions d'âme qui sont les tiennes. C'est-à-dire que tu vas avoir trois actions effectives. Cette partie-là qui correspond à l'huile, on va l'appeler nefesh. Cette partie-là qui correspond à la mèche, on va l'appeler rouar. Cette partie-là qui correspond à la flamme, on va l'appeler neshama. Donc là, on comprend qu'effectivement, l'homme, il doit, avant d'allumer ses nérotes de Hanouka, il doit comprendre que ici, la tchouva,
elle est au niveau des actions. Que ici, la tchouva, elle est au niveau de la parole. Et que ici, la tchouva, elle est au niveau de la pensée. Hein? Il n'y a pas de faute là-bas. Donc, il dit, il fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, sache que ceci s'incarne aussi dans la flamme en elle-même. Parce que la flamme, elle va avoir 3 couleurs. Ces couleurs-là, elles peuvent être bleu, rouge, jaune. Des fois, il y a marloquette, ils disent noir. Et pourquoi il y a 3 couleurs? Parce qu'elles sont là pour rappeler que la flamme, elle ne peut être complète que si on trouve à l'intérieur d'elle les 3 aspérités, les 3 éléments qui ont constitué, qui ont aidé à sa construction. Mais après, 2 lignes après, le Ben Ishraï dit autre chose. Il dit, sache que dans Michelet, Shlomo, il dit que la mitzvah, elle s'appelle Ner. Et que la Torah, elle s'appelle Or. Alors, c'est quoi la différence entre Ner et Or, je vous demande? Vous savez? Rabbi, on n'a pas compris la question et je n'ai pas compris la question. Ah, j'ai pas entendu. Je demande, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre Ner et Or? Non, moi, je sais pas. Rabbi, je peux essayer. Vas-y. Oui. Je pense que or, c'est la lumière et ner, c'est Ziv, c'est le, pas le Esh, mais je voulais dire le feu. Or, c'est la lumière. Ner, c'est une lumière qui émane d'une source, qui émane de... Merci. Hein? Ner, c'est la source de la lumière. Voilà. C'est quoi ce qu'il dit le mot dans Michelet Vav 23? Il dit Ve ki ner mitzvah et Torah or. Donc, quand on parle d'une mitzvah, on parle de ner. C'est quoi ner? C'est comme la bougie. La bougie, c'est un ner. Mais quand je l'allume, il y a un or. Mais c'est quoi la Torah? C'est le or en lui-même. Donc, comprenez ça. Tout le but de Hanouka, c'est pas simplement d'avoir une forme de matérialité. C'est surtout et avant tout de construire une spiritualité qui passe par 2 choses. D'abord, la mitzvah, qui est le nerf, et la Torah, qui est le or. C'est pour ça qu'il y a un besoin nécessaire, quand quelqu'un dit je veux me convertir, qu'il connaisse les mitzvot. Parce que par les mitzvot, à ce moment-là, il peut faire venir le or. Donc tout ça, c'est pour vous donner, Gérard Benjamin, tout ça, c'est pour vous faire comprendre quoi? Qu'il y a un temps très très important pour vous que de prendre et de consacrer à la préparation de vos bougies. C'est-à-dire que la bougie que vous allez allumer à Hanouka, ce ne soit pas quelque chose que vous allez prendre dans un boîte de carton, poser, allumer. Non. Si vous avez la possibilité, utilisez l'huile d'olive. Mais il faut prendre son temps. Vous prenez un bon kéli. Vous dites, ah ça, je vais mettre mon huile d'olive dedans. Après, on verra plus en détail certains secrets, mais on va voir d'abord la base. Secret toujours pour comprendre la mitzvah. Après, tu mets ton huile. Prends une huile, mon conseil, prenez une huile alimentaire, l'huile d'olive alimentaire. Ne prenez pas des huiles d'olive prévues pour les allumages de bougies. Pourquoi? Parce que ces huiles-là, en fait, ne sont pas de l'huile d'olive pure. C'est un peu des mélanges de plusieurs huiles. Et on le verra dans la halakha, le Ben Ishraï dit attention, s'il y a des huiles qui sont mélangées, il vaut mieux éviter. Donc on prend de l'huile pure. Après, il y a la petite mèche. La mèche, je la prépare. Si vous voulez faire à l'ancienne, vous prenez des éléments des mèches en coton. Ces mèches en coton-là, vous les prenez, vous les effilez comme ça. Vous les mettez. Toutes ces étapes-là, vous les verrez, on le verra le prochain cours. Il y a des choses particulières à penser qui vont vous aider dans votre spiritualité. Donc il dit, ça, c'est ce qu'on fait à Hanouka. Parce qu'en plus, à Hanouka,
Nous sommes ceux-là qui devons allumer qui? Nous, les hommes. Donc après, il dit autre chose qui semble contredire ce qu'il dit. Il dit non. Il ne disait pas comme ça. Il dit, il y a autre chose. Il y a une dimension où, en fait, la flamme va être la résultante de trois choses. Là, on comprend que la flamme fait partie de trois choses. Il y a l'huile, la mèche et la flamme. Et deux lignes après, il dit non, tu sais quoi? La flamme, en fait, elle va être la résultante de la mèche. Donc jusque-là, ça va. On n'a rien de bizarre. Il dit de l'huile. Bon, jusque-là, ça va. Il n'y a rien de bizarre. Mais il dit, mais aussi du récipient. Ah, pourquoi tu rajoutes récipient? Tu dis deux choses différentes. Tu me dis, au début, tu me dis, il faut trois choses, l'huile, la mèche et la flamme. Là, maintenant, tu me dis, non, il faut le kéli, qui est le récipient. Il faut l'huile, qui est, on va dire, l'élément de combustion. Et il faut la mèche, qui fait partie de l'élément de combustion. Tout ça pour que ça fasse la flamme. Donc, ça a changé. La flamme, c'est le vert que je vais retrouver dedans. Du rouge, du bleu et du rose. Donc, ma question pour vous maintenant, messieurs, c'est quelle est la différence entre ça et ça? Alors du coup, s'il n'a pas de Kelly, eh ben, l'huile ne se tient pas. C'est-à-dire que notre premier exemple serait dans un monde où l'huile se tient sur elle-même. Bravo, j'aime bien comment tu abordes la question. Et je suis d'accord avec toi. En fait, là, on comprend qu'il sous-entend que l'huile est déjà dans un kéli. On dirait qu'il ne le compte pas. Il veut considérer que l'huile est plus importante. Mais là, d'un coup, il met l'accent sur le kéli. Alors, c'est quoi ces deux situations? Pourquoi tu me parles de deux situations, Ben Ishraï, sur une même ligne? C'est bien. Dis-moi, Rabbi, est-ce que là, l'importance du Kéli fait que, en fait, c'est le Kéli qui fait tout dans le deuxième exemple. Merci. C'est-à-dire, si tu as un mauvais Kéli, le reste, en fait, c'est la fondation, c'est le Yesod, quoi, en gros, le Kéli, dans ce deuxième exemple. Tu es bien parti, tu es bien avancé, mais la fin, tu as manqué quelque chose. C'est Assia. Ouais. Oui, c'est Assia, mais c'est qui Assia? C'est qui le Kéli? Et nous? Dans le route. Non. C'est qui Assia? C'est qui le Kéli? C'est la femme. C'est la femme. La femme, ouais. Là, tu es célibataire. D'accord. Et là, tu es marié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le célibataire doit allumer, oui, Khayab. Parce qu'on t'inclut dedans. Mais sache que ta manière d'allumer ne sera pas la même. Pourquoi? Là, tu es une huile. L'huile, ça vient de la chorma. C'est homme, c'est masculin. Tu es l'huile, tu as ta mèche, t'allumes. Mais là, d'un coup, l'huile, il est dans un récipient. Ce récipient-là, c'est pour ça qu'elle doit être là, rester. Donc, la première halakha que j'ai lue il y a 5 minutes, il dit tout le temps où tu allumes, il faut que ta femme et tes enfants ils soient éveillés, pas qu'ils dorment. Ils doivent rester éveillés et être à côté de toi au moment où tu allumes. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que ici, c'est un niveau supérieur. Donc, qu'est-ce que je comprends de ce que le Ben Ishraï dit en deux phrases, il change d'avis? Il ne change pas d'avis. Là, il te parle de quelqu'un qui n'est pas encore marié, qui est pour lui, pour lui-même. Tu allumes et tu penses à ça. Mais maintenant, sache que quand tu es marié, la flamme que tu crées devient un quatrième élément parce que ta femme, elle va être quelqu'un qui va apporter quelque chose de particulier. C'est pour ça, Hanouka, quand vous serez mariés, messieurs, votre femme, au moment où vous allumez, vous la laissez tranquille. Vous la servez. Le thé qu'elle aime, la chanson qu'elle aime, peu importe, elle ne fait rien pendant un certain laps de temps. On va voir combien de temps. Après, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Ben Ishraï, dans la Dama que je n'ai pas fini avec vous? Il dit,
Maintenant, tu vas comprendre que quand tu allumes la flamme avec cette intention-là, qui est toujours liée à la parole, à l'action et à la pensée, à ce moment-là, la flamme, elle fait son boulot. Et comment ça, la flamme, elle fait son boulot? Et là, il prend l'exemple de Yosef. Il dit, regarde Yosef, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Et Yosef, il s'est retrouvé accusé de viol par sa patronne. Et il dit, sa patronne, quand elle a accusé de viol, la femme de Potiphar, elle a dit à tous les maîtres là-bas, regardez, voici la preuve qu'il m'a violé. Elle a amené un drap qui était souillé. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour accuser Yosef? Elle a pris du blanc d'œuf. Elle a pris du blanc d'œuf qu'elle a versé sur le drap. Et à ce moment-là, elle a amené aux sages égyptiens. Les sages égyptiens, ils ont dit, OK, on va vérifier Béor Aner. On va vérifier ça à la lumière de la mitzvah. Vous avez compris? Donc de là, ils prennent la lumière et ils commencent à regarder sur le drap. Et ils disent quoi? Ah, Madame Potiphar, la vérité, c'est que c'est pas du zéra, c'est pas de liquide séminal, c'est du blanc d'œuf. Et il dit, mais comme ils sont puissants en Égypte, ils ont dit, voilà, ce jeune homme ne mérite pas d'être tué, mais on va le mettre en prison. Mais il ne mérite pas d'être tué. Donc, qu'est-ce que le Ben Ishraï rapporte l'exemple de Yosef? Il dit, le or à ner, de quel ner? Ner Hanouka. Il est toujours une aide pour le tzaddik. C'est ça le or zaroua la tzaddik. Et donc, ne dis pas zaroua. Change de lettre de place. Dis Ezra. Dis pas zaroua. Vous connaissez tous ce Teilim qui dit, c'est Teilim, il dit quoi le Ben Ishraï, 96, 97, 97 pour certains, Pasuk 11. Il dit ce Teilim-là, il dit Or Zaroua. Zaroua, c'est Zain, Resh, Vav Ain. Il dit c'est quoi ça? C'est pas Zaroua, dis pas Zaroua, dis Ozer. C'est quoi le or qui est Ozer les tzadikim? C'est le or à nerf que tu as allumé avec les bonnes intentions. Tu es célibataire, tu es marié, et c'est ça qui sauve. Et de là, il va plus loin, le Ben Ishraï. Il dit, ah, tu veux savoir maintenant pourquoi Hanouka, ça tombe le 25 de Kislev? Il fait, prends ta Torah, lis les Maaseh Bereshit et compte. Dis-moi quel est le 25e mot. Il dit le 25e mot, c'est or. Donc à partir de ce moment-là, on sait que on dit Hanouka. Il fait K, c'est 25. Hanou, c'est comme tu nous as fait stationner ou dans le 25. Fait autre chose, le mot avant le mot or dans Bereshit là-bas, c'est Yehi or. Il dit aussi Yehi, c'est 10, 10, 5, c'est aussi 25. Ça veut dire quoi? Le 25 t'amène dans le 25. Si vous voulez, le or t'amène dans le or. Ou si vous voulez, le or active le or. En d'autres termes, la mitzvah de Hanouka te fera résider dans le Or Torah. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu m'apportes l'exemple de Yosef à ce moment-là? Tu n'as pas d'autres exemples? Pourquoi tu me parles de quelqu'un qui est en prison pour une accusation de viol? Ça, c'est le Sod qui nous le dévoile, parce que quand on allume les nérods de Hanouka dans l'espace public, on sait que l'espace public, c'est l'endroit où résident les forces de l'impureté. Et fait, pourquoi tu allumes dans l'espace public et que, Al-Pi Alacha, si vous voulez en Israël, vous verrez ça, personne n'allume à l'intérieur. Si, les gens allument à l'intérieur, mais c'est en plus. Tout le monde allume dehors, sur le porche. Et fait, parce que quand tu allumes, ton intention, c'est de ramener les semences que tu as perdues de manière illicite. C'est pour ça que là, il donne l'exemple
de Yosef. Yosef, malheureusement, heureusement, tout est heureusement dans la Torah, mais c'est celui dont on dit il a perdu 10 gouttes, il a perdu 10 gouttes, il a perdu 10 gouttes. On oublie qu'il il était roi en Égypte. Dès que tu rentres dans un peu les études un peu poussées, il a perdu 10 gouttes. Potiphar. Voilà. Chacun, il a son taf. Comme David, tu dis David, ok, il a fait le plan du Beth Amikdash, mais il a pris une femme mariée. Femme mariée. Femme mariée. Femme mariée. Chacun, il a comme ça une faute qui est collée sur lui. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais c'est pour le mérite. Yosef, il a perdu des gouttes. Mais comment tu récupères ces gouttes-là? C'est simple. Tu allumes dehors. Alors, c'est compliqué quand on est en France. Parce que Cameroun, je pense qu'il y a moins de problèmes. Il peut allumer tranquillement dehors. Les gens même vont aller danser devant la bougie et dire hey, on a eu le miracle. C'est vrai, Rabbi. Mais en France, là, tu peux te retrouver avec une croix gammée au-dessus de ta Hanouka, tu ne vas pas comprendre. Donc, c'est compliqué, je comprends. Peut-être à Strasbourg, ça va pour Iri parce que c'est quand même des communautés juives et les gens ne seraient pas choqués. Même s'ils te diraient non, tu sais, on n'est pas chez nous, allume chez toi. Donc, moi, ce que je vais vous enseigner, c'est comment on allume dehors. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, Bezrat Hashem, il faut vivre comme en galoute, il faut faire Arom comme Arom, mais sachez que normalement, les Hanoukia, elles doivent se trouver dehors, à l'entrée de votre maison, même pas de votre appartement, parce que votre appartement, c'est l'extension d'un espace privé. C'est à l'entrée de votre immeuble. Bezrat Hashem. Donc, il dit quoi? Donc, il dit quoi? Il dit, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de Hanouka. Et c'est maintenant, quand tu arrives à utiliser ces lumières-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va continuer un peu notre débat de la dernière fois avec la philosophie. Je suis sur, je ne sais pas si vous avez la photo, je suis sur cette partie-là. Oui. Il dit, c'est quoi Hanouka? C'est la guerre contre les Grecs. Il dit, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit, vous savez quoi? Restez juifs. Mais juste, s'il vous plaît, arrêtez de faire Shabbat, arrêtez de faire Rosh Chodesh, et arrêtez de faire la Brit Mila. 3 choses. Je peux effacer, c'est bon? Oui, c'est bon. Il dit, arrêtez de faire 3 choses. Pas de Shabbat, pas de Rosh Chodesh, et pas de Brit Mila, et on est amis. Ah ouais? Donc on va faire quoi? Shabbat, Shin. Chodesh, Chet. Mila, même. Ça fait Chamesh. Ça fait 5. Chamesh, ça veut dire 5. Pourquoi 5? Parce que 5, c'est pour se rappeler le code pour ne pas oublier ce que les Grecs ont voulu nous empêcher de faire. C'est pour ça qu'ils vont être, eux, les promoteurs de « il ne faut surtout pas enlever le prépuce » parce que ça permet un plaisir sexuel plus poussé. Donc, c'est de ces gens-là qu'on veut enseigner, qu'on veut apprendre la philosophie. Vous voyez? Donc, il dit attention, c'est ce qu'ils ont voulu enlever. Et puis, il y a une 4e force qui est venue nous aider, c'est la Torah elle-même. Quoi? Parce que la Torah, elle a Chamesh Sefarim, Chamesha Chumshe Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et fait ces 5 livres-là de la Torah, donc, quand on parle de 5 livres de la Torah, là on est dans la dimension or, parce qu'on a allumé cette lumière-là de la Torah, elle est venue nous aider pour gagner la victoire militaire aussi contre les Grecs. Donc comprenez que quand nos sages nous parlent de la guerre contre les Grecs, la Torah, elle est matérielle et spirituelle. Donc, si on a compris que les Grecs, ça y est, on les a battus, maintenant les Grecs, ils sont surendettés selon l'OCDE, je ne sais pas quoi, on a compris la moitié des choses. Parce que la Grèce, Yavan, c'est une clipa, c'est une logique inhérente qui vient t'emmêler. Et cette logique-là, toujours, elle te retire 3 choses. Elle va te faire tous les moyens pour ne pas bien appliquer l'un des 5. Remarquez toujours celui qui est un peu comme ça, dit Rosh Chodesh, c'est pas si important que ça. Ok, on fait Rosh Chodesh, ça suffit, il n'y a pas de problème. Alors que celui qui va être dans une Torah un peu plus poussée, non, Rosh Chodesh, j'allume mes bougies, ma femme allume 4 bougies à Rosh Chodesh.
je mange de la viande, je bois du vin et je fais le moussaf avec ferveur et je fais mon lait avec ferveur. Et on se rend compte qu'il y a une force. La Mila, il n'y a même pas de discussion. Je prends le Moël le plus. Partout où vous verrez que la clipa de Yavan, la Grèce, est en train d'agir, vous verrez une diminution ou une opposition sur ces trois mitzvot-là. Par exemple, dans certains pays en Europe, ils veulent interdire la Brit Mila. Qui est derrière? Yavan. Dites pas non, c'est les Suisses ou c'est l'Allemagne. Non, 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 non. Quelle est la spiritualité derrière qui vient donner au gouvernement allemand ou suisse, je ne sais pas quoi, de dire interdiction de la mutilation des enfants? Donc on interdit la Brit Mila. C'est une clipa qui s'appelle Yavan. Est-ce que c'est Yavan toujours ou est-ce que c'est Yavan qui a passé le flambeau à Edom? Non, c'est Yavan qui est derrière. Qui est derrière. Qui s'habille dans les Allemands, dans les Suisses, dans les Français, tout ça. C'est Yavan qui est derrière. Quand maintenant on va arriver au niveau de Shabbat, pareil. Tu vas sentir que tu ne peux pas faire Shabbat. Pourquoi? Ils vont te mettre des portes électriques partout. Tu sors chez toi, c'est électrique. Sur ton immeuble, c'est électrique. Tu marches dans la rue, caméra qui te filme, détection du mouvement. Tu ne peux pas faire Shabbat. Tu bouges 10 mètres, tu es filmé, ton mouvement déclenche la caméra. Ça fait que le pays est en train de te bloquer ton Shabbat. Tu ne peux pas marcher. Chaque porte, il faut des codes. Il n'y a même plus de clé. C'est là qu'on se rend compte que la Klipa d'Yavan est en train d'agir. Et quand ça arrive au niveau de Rosh Chodesh, on l'a déjà dit. Donc comprenez que toute la victoire militaire dont on parle là-bas dans Hanouka contre les Yevanim, c'est une guerre qui est actuelle. Est-ce que nos Shabbatot sont menacés? Oui. Est-ce que nos Brit Mila sont menacés? Oui, on voit des lois qui sont anti-Brit Mila. Est-ce que nos Rosh Chodesh sont menacés? Oui. Il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui ne savent même pas quel mot on est en hébreu. Ils sont là, leur vie, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Tu dis, ah, c'est Kislev. Ah, c'est quoi Kislev? Il sait que Kislev, il y a Hanouka, il sait ça. Mais il ne sait même pas que c'est le 25. Il ne sait même pas qu'il y a un Rosh Chodesh là-bas. Il oublie Rosh Chodesh. Il est sur un autre temps. Donc, qu'est-ce qui aide à combattre ça efficacement et à redonner à chaque Juif la fierté de compter de Nissan à Nissan, le Tishri, de connaître c'est quoi ces zmanim, ces temps à lui? Hanouka. Voici la fin de l'introduction. Excusez-moi, j'ai oublié de vous la faire. Donc, je reprends la première halakha. On a dit, tu allumes toujours d'une manière assez simple en faisant 3 brachot le premier jour, les adlik, chez Hassanissim et chez Chianu. Et il faut le faire quand la famille est debout. Si vous allez quelque part, ou si vous êtes dans une famille ou c'est vous qui allumez, il faut le faire quand les gens sont debout. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça dans quelques minutes. Avant la halakha bet, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire sur la fin de l'introduction et sur la halakha aleph? Non, ça va pour l'instant. Yuri, ça va? Oui, ça va. Il y avait un moment où ça buguait, mais après, ça se rattrapait un peu le son par rapport à l'image, mais bon, ça va. Non, mais là, parce que le réseau dans la Rova, c'est comme à Kinshasa, des fois. Donc, la vidéo, Non, pas de souci. j'espère que vous aurez le temps de donner. Vous regardez par minute, quand c'est un peu bugué, vous savez que c'est 10e minute, vous regardez à peu près. Ok, ça. Ok. Que la fin de la c'est que quand on est marié ou par une chambre déjà Quand on est marié. Que soit Kelly. Donc, Al-Khabet. Al-Khabet, il dit quoi? Afal gavde de Benirot de Shabbat Nusar, Abiachaou, les Adik Ner Shel Shabbat, Banirot Shel Hanouka, Mevarchim Adik Ner Hanouka, ואין אומרים של, כדי שיכוון המברך בראשי תיבות נחל, שהוא שם קדוש הרמוז, בראשי תיבות נוציא חסד לאלפים, ובראשי תיבות פסוק נפשנו וחיכית לאדוני, שגם הם ניצלו בשביל שיבטחו בשם יתברך ויפציפו לישועתו. ואמרתי בסייעתא דשמיא, דלכן היה הנס בחודש כסלו, בראשו בסופו כ"ו מספר הוויגוסיות נשארים באמצע, הם
Rachet Tevaot, les pour Kana, Savarti Adonai. Ve'u Targum Shel Pasuk Lishuater Hakiveti Adonai. Donc il dit quoi? Il dit, c'est quoi la formulation pour la bracha des Nerot de Hanouka? On dit, donc à la Chabet, on dit les Adlik, Ner, Hanouka. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, on ne dit pas Shel, parce que tu as l'habitude d'entendre de dire Shel Shabbat. Il dit non, tu dois dire les Adlik, Ner, Hanouka. Pas de Shel. Si vous avez un Oussar où il y a Shel, Zat Hashem, Be'atzlacha. Pourquoi? C'est parce que dans le Rachet Tevot, les premières lettres là-bas de l'Eadlik, Ner Hanouka, ça va former un Shem Kadosh. Le Shem Kadosh s'appelle Nachal. C'est quoi? On sait qu'il y a un pasuk, il y a 3 psukim dans Parashat Shemot où on sort 72 noms à 3 lettres. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bezrat Hashem, Be'eto Bezmano, on verra ça. Donc il dit, on a besoin que le juif qui fait la bracha, il construit ce nom-là. Pourquoi? Parce que ce nom-là, il a la capacité de libérer. Donc c'est pour ça qu'on dit les Adlik, Ner, Hanouka. Si je m'essaie, ça ne fait plus Nachal, ça fait Narshal. Shalom. Narshal, ça fait Nirshol, ça fait une chute, un trou que tu fais pour faire tomber quelqu'un. Donc il dit non, on a besoin de faire Nachal. Dans chaque construction, formulation que le Sanhedrin Agadol il a construit pour les brachot, ne pensez pas qu'il y a des mots superflus. Ne pensez pas qu'il y a des lettres au hasard. Chaque chose est une construction parfaite, puisqu'elles sont dans leur réalité, jusqu'à ce qu'elles sont dans leur origine. Donc on veut faire Nachal, Leadlik, Ner, Hanouka. Et dit, quand tu fais ça, cet élément-là doit te donner aussi un sentiment particulier, parce que tu connais ce nom-là déjà. C'est aussi ce qu'on appelle Notzer, Chesed, la Alafim. Vous connaissez cette formulation? Oui. C'est quand? C'était quand? Non. C'est quand? C'est pas dans les. Tu parles des midot, les 13 midot. Attends, Voilà, c'est ça? c'est ça. Donc c'est quoi? C'est quand tu fais Hashem, Hashem, El Rachom Vechanon, Ne'ar, Apaem, Rav, Chesed, Vehemet. C'est quoi la huitième mida, la huitième valeur d'Hachem? C'est Notzer Chesed Lalafim. Tu fais du Chesed au millier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand vous allez faire votre bracha de Leadlik Ner Hanouka, vous avez Leadlik Ner Hanouka. Prenez votre temps. Même quand vous dites Hanouka, c'est Hanouka. Pourquoi je fais ça? Parce que pendant que je dis Hanouka, je pense dans ma tête Hashem, Hashem, El Rachom, Bechanon. C'est quoi? C'est Nefilat Apayim. Je donne le secret? Je donne le secret. Est-ce que vous savez ce que c'est que Nefilat Apayim? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne vais pas te dire de bêtises. Nefilat Apayim, c'est quand on tombe sur sa face. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On le fait le matin ou l'après-midi, juste après la Mida. Quand ce n'est pas Yom Tov, quand ce n'est pas Rosh Chodesh ou Shabbat, on le fait. Mais pour comprendre c'est quoi le Nefilat Apayim, il faut comprendre que le Nefilat Apayim ne peut être utilisé ou fait que si vous avez construit toute une chaîne. La chaîne, elle commence quand? Elle commence dans votre Kriyat Shema d'avant le coucher. Chez Alamita, vous le faites. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je fais en très résumé pour vous compreniez comment nos sages, c'est des génies. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tout le but de Kriyat Shema chez Alamita, c'est d'aller récupérer les semences perdues. C'est connu pour tous ceux qui savent étudier.
que quoi? C'est pas une halakha, c'est un minag al piksod que de faire kashema chanamita. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas quand tu dis oui, inemitato chez Shlomo, chez Shingiro, ça là, c'est le livre de Shlomo, il y a 70 sages autour, et il y a une épée dans sa main. Tout ça, c'est des codes pour récupérer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le fais en résumé très vite pour que vous compreniez en quoi c'est lié à Hanouka et pourquoi quand vous allumez, vous pensez à ça. Tu as fait Zera le Batala, tu t'es masturbé, tu as été avec des femmes qui n'étaient pas tes femmes, ta femme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ça, ça s'appelle Zera le Batala. Mais le Zera, il est le Batala parce que toi, tu le sors de manière inutile. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la programmation qui se passe derrière? Il y a la femme de l'autre côté, qu'on appelle la Medjout, la femme de sa mère même, l'ange de Esav. Elle vient, elle prend cette goutte-là et elle lui fabrique un corps. Ce corps-là, tu ne le vois pas, toi. Il va vivre là-bas. Parenthèse, ce corps-là, c'est ce qui bloque ta tzlacha. Quand tu dis, ah, je veux monter dans la Torah, ah, je veux réussir, ah, le travail ne me répond pas, oh, ça prend du temps, oh, tout ça, c'est à cause de ça. Parce que ces entités-là qui sont créées, elles sont sont poussées par cette citra achara, et elles te bloquent ta shefa. Elles se mettent où? Elles se mettent entre toi et les tikkuné dikna, entre toi et les 13 midot d'Hachem qui sont la shefa pour Israël. Ça, c'est parenthèse fermée. Donc, il dit, qu'est-ce que tu fais avec Création chez la Mita? Tu descends en bas, tu fais tout le texte comme les sages t'ont dit. Ça s'appelle quoi? Que tu vas aller prendre la partie, l'étincelle de vie positive que tu as envoyée là-bas, tu la remontes à haut, et le corps qui a été créé, qu'est-ce que tu fais? Tu la zigouilles. C'est pour ça que dans votre Création chez la Mita, je vais prendre un sido. C'est pour ça, dans ton cas chez ma chère Amita, quand tu vas là-bas, qu'est-ce qu'il va te dire? Voilà. Tu dis, Yalzu Chassidim, Birvod, Iranenu Benshvotam, Omemot El Bironam, Vecheref Ishuet Biadam. Les chassidim, donc celui qui veut réparer ces conséquences-là, ils seront heureux dans leur couche. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont une épée de feu dans leurs mains. Cette épée-là, à ce moment-là, vous voyez ici ce qu'il dit? Il dit, pense à élever les étincelles que tu as perdues. Tu les remontes. Donc, quand tu les remontes, tu les mets dans un endroit que je n'expliquerai pas. Tu dors, tu étudies. Tu te lèves le matin, tu fais shacharit. Kriyat Amida. Maintenant, quand tu fais Nefilat Apayim, le but c'est quoi? C'est ces étincelles que tu as récupérées, de leur redonner une vie, de les sortir de là où ils sont. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais Hashem, Hashem, Enrachum, Bechanou, Nerapayim, Rapasevem, donc c'est avant la Pesha Kradavenake, tu t'assois, ton avant-bras gauche, tu mets sur ton front. Tu te mets comme ça, tu regardes par terre et tu dis le texte qui s'appelle les David. À ce moment-là, tout ce qui est à toi, qui était en bas, il remonte avec toi. C'est pour ça que ne le faites que si vous êtes sûr de celui qui est Shadar Tibour. Parce que quand tu vas là-bas, en fait, vous allez en enfer. Et si la Kaddish n'est pas bien fait, vous ne revenez pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne fait pas du tout ça. Ils te disent non, reste debout, ne fais pas ça. On ne va pas chercher. Mais quand tu sais et tu es sûr de ta force à peu près, tu vas chercher ce que tu as et commencer à réparer la veille. Donc, ma question, elle est, pourquoi tu me demandes de penser à ça au moment où j'allume pour Hanouka? Parce que le procédé, il est le même. Il est que tu allumes dehors pour aller chercher ce que tu as perdu. Donc, quand tu vas vers l'Aliknel Hanouka, pense là-bas, Notser, Chesed, Lalafim. Et pour ceux qui connaissent ce que cela signifie, je vous montre, même si ce n'est pas encore pour vous maintenant. Voilà. Voilà ce que nous, on a. Notser Chesed. Notser Chesed. Lalafim. Quand je dis Lalafim, qu'est-ce que je pense? Vous voyez ce que je passe? Je dois faire tout ça.
Tout ça, c'est pour aller récupérer ce que j'ai commencé à réparer depuis la veille au soir, Kriyat Shema Shalamita. Donc celui qui comprend ça, il dit, ah mais attends, c'est bizarre. Pourquoi tu me demandes de penser à un autre Sech là, la film, où je sais ce que je fais chaque matin, vous voyez, c'est écrit Shacharit ici, c'est l'heure du matin. Pourquoi tu me demandes de faire ça? Ah, parce que le procédé est exactement le même. Tu es en train d'aller récupérer certaines choses que tu as laissées. Donc, tout ça, je vous montre pour que vous voyez que ce que je vous dis là, ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas un jeu. C'est pas, je ne suis pas en train de faire, je suis pas en train de philosopher sur une interprétation de quelque chose. On entend parler des choses très sérieuses que nos sages ont structurées parce qu'ils savent que c'est ce qui nous bloque, nous, les juifs, quand on manque de doucha au niveau de la Brit Mila. Donc la plupart des choses qu'on étudie, elles sont construites pour réparer cet aspect-là. Parce que c'est l'élément qui nous détruit, qui nous bloque dans beaucoup de choses. Donc de là, il dit, pense à ça. Liadlik, Ner, Chanukah, Nachal. Donc vous voyez derrière ces quelques mots-là de Ben Ishraï, tout ce qui se cache derrière. Il y a toute une procédé, toute une logique. C'est sûr que vous n'avez pas besoin de dire ça dans votre examen quand vous direz c'est quoi Chanukah. Mais quand je le dis, moi, mon objectif à chaque fois, c'est que quand le candidat à la conversion commence à se convertir, de lui faire comprendre que tu n'as pas le droit d'être, entre guillemets, pardonnez-moi mon expression, un converti médiocre, qui vient comme ça, qui pense que la Torah, c'est un choix religieux parmi tant d'autres, et qu'en fait, il y a la réalité, la pratique, et puis en fait, bon, non. Les gars, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous mettez les pieds dans quelque chose qui est d'une rigueur et d'un sérieux incroyable. Et pour ça, vous qui venez, moi qui viens d'un background où on a vu des choses, on doit encore plus savoir leur importance. Parce qu'on sait ce qui se passe quand tu as d'autres pratiques religieuses. Donc même Hanouka, ce n'est pas que des beignets. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les chants, ce n'est pas que les cadeaux. Ce n'est pas que les toupies. Même si chacun de ces éléments-là font partie d'un bloc entier qui sont la preuve qu'on célèbre. Mais pour vous qui allez vous convertir demain, vous devez savoir que c'est du sérieux au plus haut point et qu'on n'est pas en train de faire de l'exégèse quand on dit que cette fête-là est propice à la libération. On vous le montre dans la manière de faire la halakha. Halakha Gimel. Celle-là, on peut la sauter. Il nous dit juste que quelqu'un qui est en deuil ou qui est endeuillé, il est obligé de dire Shechianu. Il n'a pas à se dire, non, comme je suis en deuil, je ne peux pas faire une bénédiction qui parle de la joie et de mon bonheur de vivre un temps. Non, tu le dis aussi. Tu le dis aussi, excepté pour celui qui est en fait dans la semaine. C'est-à-dire, Chadé Shalom, il perd quelqu'un on va dire dimanche, et Hanouka commence lundi. Lui, la personne n'est pas encore enterrée. Il fait, lui, c'est compliqué. C'est mieux qu'il dise à quelqu'un d'autre d'allumer pour que, derrière, la bracha de Shechianu puisse être dite. Halakha numéro Dalet, 4. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? C'est clair. Merci beaucoup. Non, c'est bon, c'est clair. Halakha numéro 4. Celle-là, je vais la mettre en pratique tout de suite pour que vous compreniez. Il dit Mitzvah l'aniach בתפאר הסמור לפתח, אפילו בזמן הזה שמדליקים בפנים, ואם אין מזוזה בימין, יניחנה בימין, ואם יש מזוזה, יניחנה בשמאלה, ונכנס, והרי כשנכנס, והרי 3 מצוות ביחד, כי אדם הנכנס בשביל לבוש ציצית, שהוא טלית קטן שעליו וראשי תיבות שלהם צמח, ציצית, מזוזה, חנוכה, ובזכות זה יבואו משיח צדקנו, צמח שמו, ויתקיים פיתחו שערי צדק ויראו גוי הצדיק, כי ימין ושמאל צפחו צאי, וכשיניח החנוכה על המזוזה הפתח בשמאלו, יניח בלילה הראשון את הנר הקצה השני של מנורה החנוכה, שהוא הרחוק מן הפתח. וליל שני יניח נר השני תצדו שהיא קרוב לפתח יותר מן הראשונה,
ובו יתחיל להדליק אש שנמצאה בליל שמיני, אותו נר הנוסף יהיה סמוך לפתח, ממש, ובו מתחיל להדליק, כדי שיפנה הצד ימין ולהדליק בכל לילה, אבל אם אין מזוזה בימין, ואז מניח החנוכיה בימין, ויעשה להפך, דמניע בליל ראשון הנר קרוב לפתח, ובליל שני מניחו בצידו. וכן על זה הדרך כדי שיהיה בכל לילה פונה לצד ימין שהוא מתחיל להדליק נר נוסף. Donc je vais expliquer. Et je pose une question. Comment vous allumez la Hanoukia? C'est quoi l'ordre d'allumage? Rabbi Yehuda, comment tu fais? Ton micro. Ok. Pour allumer la Hanoukia, il y a d'abord, vous avez parlé des 3 bénédictions tout à l'heure. Okay. Il faudrait d'abord faire, j'allume la lampe, la Hanoukia, comme elle a 9 branches. Il y a celle du milieu et celle que j'allume en dernière position. Ça veut dire quoi? Je commence 1, 2, 3, 4, je saute celle-là, je continue là-bas, 1, 2, 3, 4, et je termine avec celle du milieu. Quand tu allumes Donc, premier jour, deuxième. droite. Oui, j'allume c'est ma boîte. Donc, ce que je fais, c'est que je sais pas, je fais souvent des fois une petite erreur, mais je crois que c'est de la droite à gauche. Droite à Je gauche. ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais mais je sais que le chamèche, la lame du milieu, c'est la dernière, le dernier jour, c'est la dernière que j'allume souvent. D'accord. Carlos, comment tu fais? Ami Carlos. D'abord, j'allume de droite à gauche, mais ensuite, j'allume, quand on arrive au deuxième jour, j'allume d'abord celle qui est le plus, comment dire, j'allume pas celle qui est le plus à droite, mais celle qui est juste à côté sur la gauche. D'accord, j'ai compris. Rabbi Iri, comment tu allumes? Eh ben, par rapport à ma conversion, comme c'est tout récent, j'ai pas encore eu l'expérience, malheureusement. D'accord. Je vais vous donner. Mais je me suis déjà effectivement renseigné. Donc, j'aurais aussi dit non, droite à gauche. Et puis, en fonction des jours, oui, c'est allumer la bougie qui est à l'extérieur à chaque fois et rentrer vers le. D'accord. Ouais. Donc, avec toute l'affection que j'ai pour vous, vous avez tous faux. Je vais vous expliquer comment on explique cette halakha, cette mitzvah. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Tout commence avec le pétard. Rappelez-vous, il dit quoi le Ben Ishra? Il dit mitzvah leaniach pétard asamour la pétard. Il fait la tefa après la pétard. Il dit on met toujours la Hanoukia à côté de la porte d'entrée. Il dit afilu bezman azeh chez malekim befnim. Même dans cette génération, on allume à l'intérieur. Donc lui, pardonnez-le, il est à Bagdad. Hein. Il n'est pas à Paris entouré de croissants et de la mer. Il est à Bagdad. Déjà là-bas, là où il y a les coupeurs de tête. Il allume dehors. Donc il dit, première règle, le repère, c'est le pétard. C'est quoi pétard? C'est la porte. C'est à la porte. Donc ici, on a la mezouza. Mezouza. Donc il dit, si ma configuration est comme ça, à quel endroit je mets, donc là c'est le trottoir, hein. Donc ma configuration est comme ça, à quel endroit je mets ma Hanoukia? Où je la mets? Je vous aide. Je la mets à gauche. Pourquoi? La Hanoukia, elle fait face à la mezouza. Donc je mets ma Hanoukia, voilà.
Maintenant, il te dit ici, entre ma Hanoukia et l'entrée de ma porte, je dois laisser Tefar. C'est quoi Tefar? C'est une unité de mesure. C'est quoi Tefar? C'est 8 cm. Donc, vous ne collez pas votre Hanoukia à la porte. Vous laissez un espace de 8 cm. D'abord, entre la Hanoukia et la porte. Maintenant, je vous donne la règle. Une fois que vous avez cette configuration-là, pourquoi? Il te dit, d'abord, quand toi, tu vas rentrer chez toi, tu es entouré de mezouza, Hanoukia. Et toi, tu portes quoi? Tzitzit katan sur toi tout le temps. Donc, il dit, comme tu as un tzitzit katan, ça fait que à ce moment-là, vont se rencontrer 3 mitzvot. La mezouza, même, le tzitzit, c'est-à-dire, et la Hanoukia chet. Ça fait Tzemar. C'est quoi Tzemar? C'est Mashiach. Mashiach. Donc après, ça va bien. Donc après, quand on a le Tzemar, il fait qu'est-ce qui se passe? Dans quel ordre j'allume? Oubliez droite, gauche, gauche, droite, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de... La question, ce n'est pas droite ou gauche ou droite, c'est où je me trouve, qu'est-ce qui se passe. Et fait, si tu as ça, tu as une mezouza, je suis à l'extérieur ici, j'ai une mezouza à droite, et une à gauche, ma première bougie, j'allume, c'est celle-là, celle qui est à gauche. Et j'avance comme ça vers l'entrée de la porte. La dernière bougie doit être celle qui est la plus proche de la porte. Vous avez compris? Oui, oui, c'est clair. Vous avez pas dit, il y a quoi le deuxième jour, la deuxième. Là, c'est à plus dire après. Là, je suis juste la première. Ah, ok. Donc, la direction de l'allumage, c'est je pars de la première et je me rapproche de l'entrée de la porte. Donc, j'allume bien de gauche à droite. À la Khashnia, si je n'ai pas de mezouza, là, qu'est-ce qui se passe? Je mets ma Hanoukia ici, à droite. Donc, il va se retrouver que je vais allumer où? De droite à gauche. Vous avez compris comment on fait? Oui, j'ai compris. Droite, gauche, gauche. Non, ça dépend quelle est la configuration de la situation. Ok. Première question en tant que rabbin, en tant que racham, en tant que tzaddik, en tant que converti. Que si un rabbin vous demande comment j'allume, vous lui demandez merci monsieur le rabbin, mais c'est quoi la configuration? J'ai une mezouza ou j'ai pas de mezouza? Ah, là il dit ah, toi, viens, je t'amène au mikvé tout de suite. Mhm. Compris? Dites pas non de droite à gauche. Oui, on sait, mais tu n'as pas étudié. Non, c'est est-ce qu'il y a une mezouza ou pas? Ou tu peux même dire je suis à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison? Il va dire à l'extérieur. Une mezouza, pas de mezouza. Mezouza, ah, ok, j'ai de gauche à droite. Ah, bravo. C'est ça. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième jour, j'allume ici. J'allume ici, ça c'est le 1. J'allume ici, 2. Et comme dit Rabbi Yehuda, toujours le shamash en dernier. Alpi, Chassidé, à Mizrahim, on n'utilise pas le shamash pour allumer les autres bougies. Le shamash reste à sa place comme les autres, on l'allume en dernier. J'allume, je prends ma bougie, j'allume, je commence deuxième jour, j'allume celle-là en premier, celle-là en deuxième et là en troisième. C'est quoi la règle d'or? Il faut que les nérotes de la Hanoukia aillent vers l'ouverture de la porte. Gauche à droite, si la mezouza, droite à gauche, si je n'ai pas de mezouza. Vous voulez que je vous donne un exemple concret? C'est facile. Des fois, il y a des gens, ils ont une porte d'entrée et ils ont une petite cour. Et sur le trottoir, ils ont une petite clôture. La clôture, c'est pas une structure de porte, c'est comme une petite barrière comme ça qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre la Hanoukia
sur le trottoir. Ils ont le droit, c'est quand même ils vont faire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de mezouza là-bas. Donc je mets à droite. Donc je mets de droite à gauche. Il faut toujours connaître la règle de base pour que derrière vous compreniez c'est quoi les différentes situations dans lesquelles vous devez faire l'allumage. Si par exemple c'est un immeuble à Paris, un immeuble Goy, et puis ils veulent pas qu'il y ait une mezouza sur l'entrée de l'immeuble. Donc toi, tu Il y a peux mettre fait. une mezouza. Il y a fait. Rabbi Shimon ici dit voilà, par exemple, je suis dans un immeuble à Paris, à Strasbourg, à Montpellier, ou à Yaoundé. Et c'est des immeubles de Goïm. Il n'y a pas de mezouza. Donc, où vous mettez votre Hanoukia? À droite. À part si vous êtes un fou, vous mettez la mezouza, vous mettez la Hanoukia à gauche. Pour les kamikazes. Mais, vous comprenez comment configurer. Et après, il dit, I can start. If you want me to speak slowly, let me know. I'm almost finished. Il attend ton feu vert. Yes. Ah, il need the M16. Oh, Oh! The old M16. Now, he wants us. He wants me to start. Vous pouvez commencer. You can start. Start the Hockey. I will slow down my voice. So, le quatrième, est-ce que pour cette halakha, c'est clair? Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Je veux bien qu'on reprenne du coup donc, dans une situation où on n'a pas de mezouza. Juste pour être vraiment clair, parce que j'ai noté les choses, mais pour être sûr vraiment que c'était bon. D'accord, super. En fait, à partir du moment où la mezouza elle est absente, donc si la mezouza elle est absente, la Hanoukia passe ici. C'est ça. Ça passe ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mezouza. Donc, à partir de ce moment-là, si elle passe ici, ben, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'allume ici, à ici. Pourquoi? Parce que je vais me rapprocher de la porte. C'est bon, Eric? Oui, c'est bon. Okay. Merci. Ensuite, halakha he. Il dit מניחה למעלה משלושה טפחים, או מצווה להניחה למטה מעשרה טפחים. ובדיעבד אם הניחה למעלה מעשרה יצאה, ועל פי הסוד טוב להניחה מעט למעלה משבעה, ואם הניח למעלה מ20 אמה לא יצא. Donc maintenant, il dit autre chose. Il dit, c'est quoi la manière de poser la Hanoukia? Est-ce que je la pose, à même le sol, ou je le pose à une hauteur particulière? Il dit, c'est quoi la halakha? La halakha, elle dit que le bas de la Hanoukia avec le sol, au minimum, c'est 3 tefachim. C'est quoi 3 tefachim? 3 fois 8. 24. Donc, en fait, au minimum, votre Hanoukia doit être à 24 cm du sol. Il dit maximum halakha asara tefachim. Donc, maximum, c'est 10 fois 8, 80 cm. C'est-à-dire quoi? Ma Hanoukia, c'est entre ici, c'est-à-dire 24, c'est ici, jusqu'ici, on va dire 80 cm. C'est le maximum. On ne met pas une Hanoukia avec halakha au-delà de 80 cm. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Que là, on comprend que quoi? Il y a une question qui se pose. Maintenant, Alpi Sod, selon vraiment le Sod, quel est le bon niveau? Que le bon niveau, c'est de faire 7 fois 8. Donc 7 tfachim. 7 tfachim. Fait 7 fois 8, 56. Donc
si vous voulez vraiment faire comme... Ok. Il faut trouver un petit tabouret, quelques petits livres pour trouver quelle est la bonne hauteur. Mais il faut qu'elle soit à 56 cm du sol. C'est-à-dire quoi? C'est à partir de 56 cm, je mets la base de ma Hanouka, après elle peut être haute, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de faire la plus belle puisque je suis pas là. Voilà. C'est clair pour ça? Du coup, bon, on ne va pas rentrer dans l'explication, mais du coup, 56 vient d'où? Quand même, je pose la question. Non, on va rentrer, mais je vais le rentrer à la fin des halakhot de base. D'accord. Top. Tout ça, on va expliquer bien, pour vous donner un peu d'explication qu'il y a derrière tous ces codages que nos sages ont fait sur ces tailles-là, ces dimensions. Oui, tu as raison, il y a une signification très profonde, très précise, et on va les voir, ça veut déjà prévu. Sûrement, peut-être, donc après, je vais voir on va sauter un petit peu, mais je vous recommande de les lire. J'ai une version française, hébreu, du Ben Ishraï. Mais je ne vous la recommande pas. Pourquoi? Parce que les gens qui ont traduit, ils ont sciemment fait exprès de ne pas traduire les parties un peu plus poussées. Donc des fois, il manque plein de choses. Donc ça n'aide pas la compréhension vraiment. Et aussi, par exemple, ils n'ont pas mis les introductions. Si je montre un exemple, comme ils savent que les introductions, c'est pour eux poussé, alors pour nous, c'est essentiel pour comprendre la base de ce qui va être enseigné. Il faut le choix de squeezer. Par exemple, là, c'est Chaye Sarah. Vous voyez, l'introduction, elle fait 6 lignes. Alors que dans le livre du Ben Ishraï, elle fait 2 pages. Pas qu'ils résument, parce qu'ils ne vont pas oser quand même faire le contraire de ce que le tzaddik a fait, mais bon, ce n'est pas une bonne version. C'est une version comme ça. Regardez, vous voyez, Galia, Ben Ishraï, année 1. Mais je ne vous recommande pas. Donc, je t'ai dit avec les deux. Celui-là, des fois, je regarde juste pour que je fais un travail de correction. Parce que je suis en train d'écrire un Sefer du Halachot Ben Ishraï avec des explications poussées, comme je suis en train de faire là, qu'on va imprimer au nom de la Yeshiva. Donc, je regarde un peu là où il y a des manques. C'est pour ça que j'ai la version comme ça, mais je vous la recommande pas vraiment, parce que l'introduction n'y est pas et c'est compliqué. Donc, on va aller à l'Acha. Al-Akha 6, je vous la résume. Al-Akha 6, il dit qu'à partir du moment où la Hanouka elle est allumée, on ne la bouge plus. L'endroit où elle est allumée, elle doit rester là-bas. Il ne faut pas que vous la preniez, vous la ramenez dans votre chambre ou je ne sais quoi. Non. Et même quelqu'un qui dit ouais, je suis malade, apporte la Hanouka, je l'allume et je l'allume après, amène-la là-bas. Non, faites pas ça. À partir du moment où vous avez fait la bracha et qu'elle est allumée, elle ne bouge plus. Et même le conseil que je vous donne, il y en a qui disent bon, qu'est-ce qui se passe? J'allume dehors. Mais on sait tous, on aime bien tous avoir les lumières de Hanouka dans la maison, d'être là, de manger, de voir. Donc oui, c'est permis, allumer aussi à la maison. Mais la mitzvah, vous êtes yotti que quand vous allumez Bachutz, vous allumez sur le pas de la maison. Après, vous pouvez rajouter une Hanouka à l'intérieur. Et à partir du moment où vous êtes à l'intérieur, et donc il n'y a pas de mezouza, vous allumez de droite à gauche. Vous avez compris? Ouais. Ensuite, à quel moment on allume? Ça, c'est la chazaïn. זמן הדקת אור בצאת הכוכביים, כשיגיע הזמן לא יוכל ולא ילמד עד שידליק. ואם יתחיל לאכול או ללמוד, פוסק ומדליק. ואם לא ידליק בצאת הכוכביים ידליק, יברך כל הזמן שבני הבית נאורים. אבל אם ישנים ידליק בו בלא ברכה, מי הוא? ישניים. Donc il dit quoi? Il dit à quel moment on allume? Halakha. Halakha pshuta, tout le monde, c'est à Kochavim. Quand c'est à Kochavim, je crois maintenant à peu près en Israël, c'est 17h08. Donc vous utilisez l'application Kalji ou peu importe l'application,
pour savoir quelle est l'exacte heure de Tzedakah Kochavim. Mais à partir du moment où vous regardez ça, vérifiez tous les jours, parce que des fois, il y a des différences de 1 minute. Donc, Adlaka de Hanouka, c'est à Kochavim. Il dit, même si vous étiez en train de manger, même si vous étiez en train d'étudier, vous vous arrêtez et vous allez allumer. On voit à combien elle est importante cette bracha. Vous êtes marié ou vous allumez pour des personnes qui résident dans votre maison. Il faut allumer tant que les gens sont encore réveillés. C'est très important. Mais si vous allumez alors que les gens dorment, ils se sont éveillés, vous ne dites pas la bracha. Et le bracha. Donc il faut que les gens soient réveillés. Donc ça, c'est la halakha. Maintenant, moi je vous dis ce qui se passe dans les milieux poussés. Nous, on allume à la shkiya. Shkiya, c'est quoi? Coucher du soleil. Il y a une différence à peu près de 30 minutes. Donc, si c'est aujourd'hui, par exemple, moi, je vais allumer à 16h38, comme ça. J'allume. Pourquoi? Selon le sod, c'est très compliqué de faire une avodat Hashem comme il faut quand il fait déjà nuit. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que non. Comment ils font les Mekoubalim? Je vous donne là. Ce n'est pas pour vous dire de faire ça demain. Je dis ça pour vous connaissez la halakha et les minagim de ceux qui tiennent la Torah d'Israël dans cette dimension-là. Il te dit quoi? Il dit normalement, la halakha dit quoi? C'est important d'allumer vos nérodes de Hanouka après Arvit. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous priez Arvit, après vous rentrez, et après vous allumez. C'est pour ça qu'en Israël, toutes les bâtés knessiotes, pendant Hanouka, elles changent leur emploi du temps. Pourquoi? Pour laisser le temps à chaque élève de rentrer à la maison et d'allumer avec sa famille. Ça veut dire quoi? Il faut prier Arvit avant. Donc, nous, par exemple, on sait que la prière de Arvit, il n'y a pas de zmanim qui sont que vote. C'est sur une koufa que tu peux la prier. Donc, on prie Arvit tôt. Donc, quand je vais allumer chez moi avant Tzedakah Kochavim, à la Shkia, j'ai déjà prié Arvit. J'ai prié Arvit à 4h. Après, je vais, 4h30, je commence à préparer mes bougies. 4h38, au moment où c'est la Shkia pour moi, ou le moment où c'est Tzedakah Kochavim pour vous, vous dites, si c'est le premier soir, boum, c'est-à-dire qu'à 17h08, il faut que la bougie soit allumée. Pas qu'à 17h08, vous commencez à faire les brachot. Pourquoi? C'est très important. On verra ça au chapitre. Ça va, c'était clair un peu? Il y a une question? Non, c'était clair. Mais dis-moi, Rabbi, Oui. la Hanouka, il faut toujours qu'elle soit à côté d'une porte, c'est ça? Parce que je me doute qu'il y a des personnes qui n'allument pas à côté de la porte. J'ai déjà vu ça. Je vous enverrai des photos d'Israël. Tout le monde allume près de la porte, mais normalement, c'est la place de la Hanouka. Et Ben Ishraï dit au début de la Khadda, il dit même si de nos jours, les gens ont pris l'habitude d'allumer à l'intérieur, il ne faut pas faire de changement. La Hanouka, elle doit aussi être allumée à l'extérieur. Donc maintenant, je peux comprendre et je comprends tout à fait que c'est très difficile en France de pouvoir faire ça aujourd'hui de cette manière-là. Maintenant, si tu as la chance d'habiter dans une zone pavillonnaire où tu es tout seul, tu es chanceux. Si tu es dans un immeuble où tu as des antisémites, effectivement, il vaut mieux éviter. Mais au moins sur le pas de ton appartement. Si même sur le même escalier que toi, les gens sont racistes et antisémites, bon, allume à l'intérieur. Mais l'idée, c'est que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut allumer. D'accord. Je vais vous envoyer des photos après de à quoi ça ressemble. Mais ici, en Israël, partout, dans toutes les rues, peu importe où tu passes, tu vois, chaque porche, tu as des rangées de habitudes comme ça, tout le monde est bien allumé. C'est comme ça que la mitzvah se fait. C'est pour ça qu'il faut rendre à César ce qui est à César et féliciter les Chabad. Les Chabad, même s'ils ne font pas ça à côté d'une porte, mais ils ont compris que c'est important qu'à ce moment-là,
tous les pays où ils sont voient qu'ils viennent dehors, ils mettent une Hanouka géante et ils allument dehors. C'est ça. C'est comme ça que la maison doit être faite. Mais après, allumer chez soi discrètement, mettre sur le pas de la fenêtre comme ça, la fenêtre, ce n'est pas une porte. La fenêtre, elle a une forme carrée. Ça, c'est une fenêtre. Pourquoi ça me pose problème? Parce que ça ressemble à un même sous-fit. Alors que la porte, c'est bien un chet. Chet comme Hanouka. Vous avez compris? Pardon, ça reprend. Donc vous voyez, c'est ça la chose que je voulais dire, c'est que quand il s'agit d'allumer la fenêtre, ça ressemble à un même sous-fit, c'est carré. Alors que la porte, la structure, elle est comme un chet. Le chet qui vaut Hanouka et qui correspond aussi au nombre 8. On verra comment le chet commence au nombre 8, déjà dans l'alphabet. Chet, c'est le 8e. Et combien de jours il y a dans Hanouka? 8. Donc on a besoin du 8 ici. Donc, l'halakha chet, justement 8, je la résume, il dit, quand on allume à l'huile, il faut veiller qu'on mette assez d'huile pour que les lumières puissent tenir 30 minutes. C'est important, 30 minutes minimum. Si vous n'avez pas mis assez, il faut essayer dès le départ d'en mettre assez. Si vous n'avez pas mis assez, dans certaines situations, il vous est permis de rajouter de l'huile. Quand on va dire qu'il y a eu un imprévu, notamment que vous êtes rendu compte qu'après l'allumage, il n'y avait pas assez d'huile. Mais sinon, vraiment, faites attention. En général, tout ce qui se vend dans le commerce aujourd'hui contiennent suffisamment d'huile pour déjà 30 minutes d'allumage. Mais si vous le faites vous-même et que vous remplissez vous-même votre récipient, à ce moment-là, faites en sorte, de vraiment mettre suffisamment d'huile pour 30 minutes. Ensuite, halakha 9. Si vous allumez, je la résume aussi, si vous allumez et que la lumière est éteinte à cause du vent, si vous avez mis à un endroit où vous saviez qu'il y avait du vent et que ce sont éteintes, ça veut dire que vous n'avez pas fait la mitzvah. Il faut que vous amenez la Hanouka dans un endroit où il n'y a pas de vent et que vous le rallumiez, mais sans bracha. Mais si maintenant elle s'éteint, alors qu'à la base, c'est un endroit où vous avez vérifié qu'il n'y a pas de vent et que vous le retrouvez éteinte accidentellement, c'est bien de les rallumer, mais aussi sans la bracha. Après, j'ai sauté 10, c'est très technique. 10, halakha yud, c'est quand on se rend compte qu'on a oublié de dire la bracha et qu'on a allumé et qu'on n'a pas dit la bracha. Il donne les conditions de comment revenir sur cette situation. Pour le moment, je laisse de côté parce que ça, c'est vraiment les questions qu'on va vous poser, qu'on a besoin que vous sachiez. Et des fois, je rajoute certains aspects un peu cachés pour vous aider à mieux comprendre l'halakha. L'halakha 11 aussi, il explique comment on allume quand tu allumes à la Beth Knesset. C'est le cas où tu es gabaï. Donc je pense que ce n'est pas encore le moment pour vous, à part peut-être pour Rabbi Yehuda qui gère la communauté là-bas. Donc il dit, à partir du moment où tu allumes à la Beth Knesset, si tu as dit Shechianu à la Beth Knesset, tu ne dis pas Shechianu chez toi. Tu as dit une fois Shechianu, ça suffit. Et si tu as dit Shechianu chez toi parce que c'était Motzei Shabbat ou quoi, tu as dit Shechianu chez toi, bah, tu ne dis pas Shechianu à la maison. Ce qui veut dire par là, c'est que la bracha Shechianu, on l'a dit qu'une seule fois, même si on est obligé de faire 2 allumages. Halakha Yudbet 12. Il dit il faut faire en sorte d'utiliser de l'huile d'olive pure, comme je l'ai dit, et pas prendre de l'huile défectueuse. Parce qu'on n'utilise pas des choses défectueuses pour faire des mitzvot. Donc il faut prendre de l'huile d'olive pure et même ne pas se servir de l'huile qui serait restée sous un lit à reposer là-bas. Parce qu'on sait que sous un lit, il y a des rouchotes, il y a des mauvais esprits. Donc il dit, on utilise de l'huile pure. Donc mon conseil, c'est de prendre de l'huile de consommation. Si toi, tu peux le manger, c'est que c'est pur.
Ensuite, il donne une autre situation, à la 13, et dit on ne fait pas l'allumage sur des bougies qui sont partiellement allumées. Parce que ça donne l'impression que deux personnes ont fait la mitzvah. Donc, vous ne faites pas comme à Shabbat, où vous avez allumé la bougie pour votre femme et les éteindre. Là, vous ne faites pas ça. À Shabbat, on fait ça quand l'homme il prépare les minéraux de Shabbat, il les préallume, les éteint pour que sa femme derrière puisse allumer. Alors que quand il y a tout le sujet de Hanouka, on ne fait pas ça. Le premier allumé, c'est le dernier allumé. Ensuite, il faut aussi veiller à ce que les bougies ou les lumières soient de la même taille. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait avec ce qu'on a. Mais si vous avez des bougies, ne faites pas 8 bougies, chacun une taille différente. Non, il faut que ce soit tous de la même taille. Et si vous mettez ça dans des verres de l'huile d'olive, prenez des verres du même modèle, de la même taille, qu'il n'y ait aucune différence entre ça. Et c'est ce qui embellit la mitzvah. Et ce qui est aussi normal, c'est que le shamash, lui, il soit plus haut que les autres. Ça participe à la beauté de la mitzvah. Qu'est-ce que cette beauté? On la verra un peu plus tard. Il dit Alakha Yudalet. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka pour d'autres choses qu'elles doivent éclairer, mais on n'utilise pas cette lumière-là pour profiter de faire quoi que ce soit en utilisant cette lumière-là. Certains disent bon, si ça peut t'aider à lire un sefer de Kodesh, il n'y a pas de problème, mais on évite. Ceux qui sont plus stricts disent non, on ne fait pas. Donc, on avance. La Hakar dit là-bas que l'épouse d'un aveugle qui fait l'allumage pour lui, s'il n'est pas. Donc, si tu as Chazé Shalom et quelqu'un qui est aveugle, son épouse allume pour lui. Parce que comme le but c'est de profiter des lumières, il faut les voir, il faut les regarder. Ben, quand on est aveugle, on ne peut pas voir. Le 16, il parle de qui doit allumer quand on a des enfants à la maison. Les enfants peuvent allumer dans leur chambre, sans bracha. Maintenant, vous habitez en colocation. Si 2-3 personnes qui habitent ensemble, mais mangent chacun de leur côté, les 3 doivent s'associer aux frais pour faire l'huile, la mèche, tout ça, pour participer à la Hanoukia. Et ces frais-là feront que chacun allumera dans sa chambre. Vous ne faites pas une Hanoukia générale. Il faut que chacun allume sa Hanoukia. On avance un petit peu. Les enfants, pour les des enfants, ça, on aura le temps de revoir. Halakha Kouf 20. Il dit on allume les lumières de Hanouka avant celles de Shabbat. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si Hanouka c'est un vendredi, ou ça donne un vendredi, le vendredi de Hanouka, n'allumez pas les bougies de Shabbat avant. Il faut allumer les bougies de Hanouka avant, parce que si vous allumez les bougies de Shabbat avant, vous êtes coincé. Parce que Shabbat, c'est interdit de faire un travail. Donc, on allume les bougies de Hanouka avant. La même chose pour Moté Shabbat, les lumières de Hanouka de Shabbat soir. Vous allumez après la sortie de Shabbat, pas à la Shkia. Vous avez compris, sauf pour Shabbat. Okay. C'est important. Même chose pour le Beth Knesset. Pendant Hanouka, on ne va pas au cimetière. Ça, c'est évident. Ça, c'est Halakha 22, Kaf Bet. Il dit un minag ici dans Halakha 23. Il dit il y a un usage que le 24 qui se lève, donc en fait la veille de Hanouka, de lire le Sefer de Haggai. Haggai, c'est un prophète. On lit là-bas chapitre 2,
verset Pasuk 10, jusqu'à la fin du livre. Après, il dit, et celui qui chaque soir, après avoir aimé, dit 7 fois Ve'inoram, et le Télim 91, il dit, il mérite une protection particulière. Ça veut dire quoi? Il fait cette protection, on l'a compris au niveau de la klipa, de l'impureté de Yavan. Donc, c'est de dire quoi? De lire le Sefer de Haggai, en français on dit Agé. Haggai, c'est un prophète. Et on le lit à partir du chapitre 2, verset 10, jusqu'à la fin de son livre. Et puis on dit Vinoam, Hashem Elohim, on dit ça 7 fois, chaque soir quand on allume. Il y a une série de textes qu'on fait. Et fait ça donne une bonne protection. Et ça veut dire, on verra un peu plus tard, on va rentrer dans le détail. Halakha 24. Donc il dit, on mange des laitages en souvenir du miracle qui a été obtenu grâce au plat lacté que Yehudit avait fait manger à l'ennemi qui était un des rois grecs. L'histoire nous est rapportée dans Chavlet Emet. Ce miracle a eu lieu quelques années avant le miracle principal de Hanouka. Donc en fait, le miracle de Yehudit qui tue ce général de Nebuchadnezzar, ça s'est passé des années avant Hanouka même. Mais on le colle aux deux. Pourquoi on ne sait pas encore? On va savoir plus tard. Ce miracle a eu lieu quelques années avant le miracle principal de Hanouka. Mais quand cet ennemi était un des rois grecs et que lui aussi voulait obliger les Juifs à abandonner leur foi, on a quelque chose en souvenir de ce miracle également pendant la fête de Hanouka. De même qu'on a l'habitude de manger des graines à Purim en souvenir du miracle que vécurent Daniel et ses compagnons. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Pendant Purim, c'est bien d'avoir des repas lactés. Pour se souvenir que le début du miracle s'est passé avec Yehudit et ce général grec qui avait déjà à l'époque voulu soumettre les Juifs à un éloignement de leur tradition. Halakha 25. En fait, normalement, il faut faire en sorte d'aller à la synagogue tous les matins pendant Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il y a le Sefer Torah tous les matins, il y a le Hallel tous les matins, il y a des Télim tous les matins particuliers à faire. Donc, il faut vraiment vivre cette fête-là. Tous les matins, aller à la Beit Knesset. Et là-bas, tout ce qui est dit dans la Halakha 25, vous le vivrez automatiquement. C'est des Télim qu'il faut faire particulièrement pour se souvenir de ce que les Grecs ont essayé de faire, à savoir nous faire oublier la Torah et de faire transgresser les lois d'Akadosh Baruch Hu. Halakha 26. C'est encore dans la Tfila. C'est-à-dire après la Hamida et après le Nefilat Hapaim, on dit Bet Yaakov. Ça, on le verra au fur et à mesure, mais c'est automatique. Halakha 27. Dit, je vais dire en hébreu. Tzrichim anashim leizaer shel o yaseh melacha be'od shel nerot shel Hanouka ledukot. Il dit, les femmes ne doivent faire aucun travail, aucun travaux, tout le temps où les nérodes de Hanouka sont allumés. Ni cuisiner, ni s'occuper des enfants. Vous les laissez tranquilles. Tout le temps, les nérodes sont allumés. Kichen kiblu alehem bizman kadon. Ou meforaj bebet Yosef ou belevouche tamim alminagze. Il fait donc dans Bet Yosef et Levushim, on a des explications sur ça. Quelles sont-elles? Vana avda'a amati ta'am les filles sod. Mais Ben Israël dit, je vais vous donner le secret de cette tradition selon le sod. Et qui matinu meforaj divrei Akadosh. C'est écrit dans l'exécuteur Akadosh, Mishra Kavanot. שיש תוספת קדושה אל המלכות העליונה בחנוכה, כמו עניין ראש חודש. בחנוכה מקבלת על עירתיה מן העוד על ידי עצמה, שלא על ידי בחינת התפארת, ואינה תפילה אל בחינת התפארת כמו בימי החול. ולכן, מאחר שאנשים משורשים
הם מלכות שיש לה תוספת הלכה, על כן עשו תוספת לעצמם באיסור עשיית מלאכה, להתקדש בכך בשעה הדלקת הנרות דווקא, ואותם נכון בעזרת השם יתברך. Je dis pourquoi on a besoin que la femme elle ne fasse rien tout le temps où les nérodes de Hanouka soient allumés. Je dis à l'épisode, on va essayer de comprendre les choses. Et c'est comme ça. De manière générale, on sait que la femme qui incarne le dernier He du nom Yud-Ke Vav-Ke, elle reçoit toute sa spiritualité, toute son énergie, toute sa vitalité spirituelle et physique par le Vav, ou ce qu'on peut appeler par le mari. Et c'est la logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment on le voit, bien très simple, un mari donne son zéra à son épouse. C'est comme ça. Et dans le zéra là-bas, dans le séminaire qu'il donne à sa femme, il y a toute la quintessence de sa volat Hachem, de sa doucha, de sa tahara qui passe chez elle. Il dit, mais à Hanouka, c'est différent. Il dit à Hanouka, il y a un supplément de doucha qui va directement dans le He, mais qui ne passe pas par le Vav, qui ne passe pas par l'homme. C'est-à-dire que la malchoute, la femme, elle reçoit quelque chose directement parce que la Hanouka et Hanoukia, c'est relié à Od, c'est relié à la 8e sphira, Netzach-Od. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? La femme, elle n'est pas dépendante du mari pour recevoir quoi que ce soit. Et donc, pour faire honneur à cette situation particulière, ou pour une certaine période de l'année, on n'a pas besoin de fabriquer quelque chose qu'on va transmettre à la femme, mais qu'elle va recevoir directement d'elle-même par, on va dire, les structures rouhaniques. On lui montre que reste là, ne nous sert pas, ne fais rien, sois là, assiste toi-même et profite de ce zman-là parce que tu as un supplément de kedusha toi. Après, dernière halakha, Yarbe beseudat Shabbat shel Chanukah yoter misha'ar ha-Shabbatot. Il fait les Shabbats de Hanouka. On fait des repas un peu plus importants que dans les Shabbatot traditionnels. Après, il dit V'chol sheken im chal bo rosh chodesh gam ken, v'chen yarbe'e be rosh chodesh ve'et ve'u betoch yemei ha-Chanukah, b'shvil pirsumei misa, ve'minagenu le'adlik shem'en ha'ma'or לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, ביום ראש חודש טבת, להיזהר בהלל של חנוכה, כי אפילו בחג המצות אין אומרים הלל גמור, וכן אומרים הלל גמור שמונה ימים, על כן יאמרו אותו בכוונה, בשמחה ובקדימה. Il dit, premièrement, on fait des repas plus importants le Shabbat qui est pendant le Hanouka, plus que d'habitude. Surtout si c'est Rosh Chodesh. Donc, des fois, ça peut tomber Rosh Chodesh. C'est-à-dire quoi? On sait que dans la période des jours de Hanouka, il y aura Rosh Chodesh Tevet. Et ce Rosh Chodesh Tevet, là-bas, il y a la nécessité de célébrer encore plus les repas par les repas plus importants, parce que c'est Rosh Chodesh et c'est Hanouka, c'est Shabbat. Alors si c'est Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, d'accord. Après il dit, on fera également c'est Rosh Chodesh Tom Tevet en semaine, pour célébrer le vrai miracle de Hanouka, parce que le miracle de Hanouka, c'est un Rosh Chodesh que vraiment ça a été, ça y est là, on les a tués. Nous avons coutume d'allumer une lumière en l'honneur de Rabbi Meir. Donc il dit, là, Ben Ishraï nous tue. Il dit qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire à Bagdad? C'est d'allumer une bougie en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est un des élèves de Rabbi Akiva, un des contemporains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais là, il nous tue. Il nous dit quoi? Il fait tu le fais à Rosh Chodesh Tevet. Mais attends, nous on sait que normalement la Iloula de Rabbi Meir, c'est le 14 quoi, Iyar. Vous saviez ça? Non. Toujours vrai, le 14 Iyar, qui est Pessar Sheni, on dit là-bas que c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais voici la vérité. La vérité, c'est que les communautés du nord, du Galil, étaient pauvres à l'époque. Et que les Iloulotes, c'était l'occasion pour eux, quand il y avait l'afflux des gens qui venaient dans le nord, d'avoir du soutien financier. Et ils savaient qu'à Lag Baomer, qui est quelques semaines avant, les gens venaient nombreux.
pour pouvoir donner tout ça. Donc, ils ne voulaient pas que ces gens-là repartent sans qu'eux aussi profitent un peu. Donc, ils ont créé et déplacé la Iloula de Rabbi Meir Balanès le 14 Iyar. Mais la vraie date, elle n'est pas là-bas. La vraie Iloula de Rabbi Meir Balanès, c'est le Rosh Chodesh Tevet. C'est ça qu'il dit ici. On allume une bougie pour Rabbi Meir Balanès de Rosh Chodesh Tevet. Après, il dit, ensuite, il faut bien penser à dire le Hallel tout Hanouka et le Hallel complet. Il fait même à Pessah, on ne fait que le demi-Hallel. Alors que là, tu as 8 jours de Hallel complet. Il faut vraiment que tu sois en joie pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de dire le texte entier du Hallel pendant 8 jours, alors que même à Pessah, tu fais que le demi-Hallel et tu le fais que le matin, même pas le soir. Voilà, on a fini les halachot principales de Hanouka. Maintenant, la prochaine fois, donc jeudi, on va rentrer dans certaines explications un peu plus poussées pour vous compreniez maintenant la structure de la mitzvah. Et après, Bezrat Hashem, on pourra passer à un seder de limoud normal. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Amen, amen. Vous avez des questions? Pour l'instant, non, mais dès que je vais relire et si j'en ai qui me viennent en tête, je te le fais savoir. Parfait, parfait. Ça va, Rabbi Iri? Rabbi, moi, je crois- Oui, ça va aussi pareil. J'ai pris les notes, donc je reviendrai déjà sur la vidéo. Et puis, s'il y a des questions en plus, je poserai pour la prochaine fois. C'est Gamour. Passez une bonne journée. Et puis, ceux que je dois avoir au téléphone aujourd'hui, je dois au téléphone. Sinon, je vous dis à tous, Binéder, jeudi matin. Ça marche. Allez, bye. Bye.